Principe de personnalité, personne morale et fusion-absorption. Conformément à l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Ce principe essentiel de personnalité de la responsabilité pénale explique que pendant longtemps, notre droit pénal ait ignoré la responsabilité pénale des personnes morales. En effet, une personne morale n'étant pas un être de chair et de sang, lui imputer une infraction implique nécessairement lui imputer un fait commis par un tiers. Le Code pénal actuel, entré en vigueur le 1er mars 1994, a, vous le savez, consacré la responsabilité pénale des personnes morales qui est aujourd'hui prévue par l'article 121-2 de ce Code. Le législateur s'est efforcé, dans la rédaction de ce texte, de satisfaire le principe de personnalité de la responsabilité pénale en prévoyant deux conditions d'imputation d'une infraction à une personne morale. Deux conditions d'imputation, vous irez lire l'article 121-2, elles sont les suivantes. En premier lieu, l'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. En second lieu, l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Ces deux conditions d'imputation s'expliquent, encore une fois, au regard du principe de personnalité de la responsabilité pénale. En effet, s'agissant de la première condition d'imputation, seul l'organe ou le représentant de la personne morale exprime la volonté propre de cette personne morale. C'est la raison pour laquelle l'on exige que l'infraction ait été commise par un tel organe ou par un tel représentant et non par exemple, un simple salarié qui ne dispose pas de pouvoir de représentation. La deuxième condition d'imputation, qui implique que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale, s'explique aussi par le principe de personnalité. En effet, on comprendrait mal qu'une infraction commise par un organe ou un représentant, mais pour le compte d'un tiers, sans aucun lien avec la personne morale, puisse être source de responsabilité pénale pour cette personne morale. Précisément, c'est sur cette deuxième condition d'imputation que la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer dans l'hypothèse particulière de la fusion ou de la fusion-absorption. L'on sait ce qu'est une fusion. On imagine une société A et une société B qui fusionnent pour donner une société C. La fusion-absorption désigne l'hypothèse d'une société A qui est absorbée par une société B. La question, toujours au prisme du principe de personnalité de la responsabilité pénale, la question qui s'est posée est celle de savoir si la société C, issue de la fusion, pouvait se voir imputer une infraction commise par la société A ou la société B avant l'opération de fusion. Dans le cadre de la fusion-absorption, vous l'aurez compris, la question se pose dans des termes assez similaires. Il s'agit de savoir si l'infraction commise par la société A avant l'absorption peut être imputée à la société B. À cette question, la Cour de cassation a répondu de manière très claire dans un arrêt du 20 juin 2000, un arrêt de la Chambre criminelle du 20 juin 2000, rendu au visa de l'article 121-1 du Code pénal, au terme duquel, nous le savons, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Dans cet arrêt du 20 juin 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse qu'un tel transfert de responsabilité pénale puisse être décidé par les juges du fond, sauf à méconnaître le principe de personnalité. Cette jurisprudence de la Chambre criminelle a été confirmée par la suite, notamment dans un arrêt du 14 octobre 2003. Très récemment, la Cour de cassation est venue confirmer sa position dans un arrêt du 25 octobre 2016, au terme duquel elle rappelle
que dans l'hypothèse d'une fusion-absorption, il n'est pas possible d'imputer à la société absorbante l'infraction commise par la société absorbée avant, par hypothèse évidemment, l'opération de fusion-absorption. Cette position, adoptée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, n'allait pas de soi. Certes, 2 arrêts précédents avaient été rendus dans le même sens. Pour autant, dans l'intervalle, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne était venu semer le doute. Cet arrêt a été rendu par la Cour de justice le 5 mars 2015. Dans cette affaire, la Cour de Luxembourg était saisie d'une question préjudicielle. Il était question de savoir si, dans l'hypothèse d'une fusion ou d'une fusion-absorption, il était possible d'opérer le transfert de responsabilité pénale que nous avons évoqué un peu plus haut. Dans cet arrêt du 5 mars 2015, la Cour de justice répond par l'affirmative. En effet, statuant à l'aune de la directive dite fusion du 9 octobre 1978, la Cour de justice raisonne au regard des dispositions de cette directive, en particulier au regard des dispositions tendant à protéger le patrimoine, les créances des créanciers sur les sociétés qui font ensuite l'objet d'une absorption ou d'une fusion. Cette directive de 1978, en effet, contient un certain nombre de dispositions tendant à protéger les créanciers et à prévoir que les créanciers puissent effectivement réclamer le paiement de leurs créances à la société absorbante ou à la société issue de la fusion. S'agissant de la matière pénale, la Cour de Luxembourg, qui est saisie de la question préjudicielle, raisonne par analogie et estime que l'amende qui est encourue sur le fondement de l'infraction commise par la société absorbée, cette amende constitue une créance de l'État et elle affirme que l'État doit pouvoir recouvrir cette créance sur le patrimoine de la société absorbante. En conséquence, elle estime que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'il y ait un tel transfert non seulement de peine, mais aussi de responsabilité pénale, puisque dans son arrêt du 5 mars 2015, elle admet que soit engagée la responsabilité pénale de la société absorbante, de sorte que l'amende lui sera imposée afin de garantir la créance de l'État. Cette position adoptée par la Cour de Luxembourg pouvait laisser présager une évolution de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour autant, il n'en est rien. En effet, dans l'arrêt précité du 25 octobre 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond comme elle l'a fait en 2000 et comme elle l'a fait en 2003 en excluant le transfert de responsabilité dans l'hypothèse d'une fusion ou d'une fusion-absorption. Elle l'affirme de manière très explicite, ce qui montre une prise de position manifestement contraire à celle adoptée par la Cour de Luxembourg. On peut penser également, à la lecture de cet arrêt du 25 octobre 2016, que si la Chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté une telle position, c'est en raison des règles relatives à la portée des directives en droit interne. En effet, la directive fusion de 1978, si elle a été transposée en droit interne par le législateur français, cette directive fusion, ou en tout cas ce que lui fait dire la Cour de justice s'agissant de ce transfert de responsabilité pénale, n'a évidemment donné lieu à aucune transposition. Il s'agit là de la portée donnée par la Cour de justice aux dispositions de la directive fusion. Or, l'on sait qu'une directive doit être transposée par les États membres pour avoir
un effet en droit interne. On sait également qu'une directive, même non transposée, peut être invoquée par les particuliers à l'encontre d'un État. En revanche, il n'est pas possible pour l'État d'invoquer les dispositions d'une directive non transposée à l'encontre de particuliers, sauf à méconnaître les règles relatives à la portée des dispositions d'une directive et à méconnaître de manière plus générale le principe de l'égalité. Or, comme nous l'avons souligné à l'instant, la portée qui est donnée à la directive fusion par la Cour de justice n'a évidemment donné lieu à aucune transposition. Il est donc logique que cette portée qui va à l'encontre du principe de personnalité de la responsabilité pénale soit écartée par la chambre criminelle. Pour finir, nous pouvons supposer que cette question du transfert de la responsabilité pénale dans l'hypothèse d'une fusion ou d'une fusion-absorption, cette hypothèse donnera lieu prochainement à un arrêt de grande chambre de la Cour de justice afin que celle-ci confirme ou pas la position adoptée le 5 mars 2015 et qu'une certaine harmonie apparaisse entre la jurisprudence du Quai de l'Horloge et la jurisprudence de Luxembourg.